Мы приехали в Треблинский лагерь в начале сентября 1944 года, то есть через 13 месяцев после дня au camp de восстания. Treblinka au début de 13 septembre, месяцев работало плохо. 13 mois 13 après le месяцев soulèvement. пытались немцы скрыть следы ее La работы. fabrique de morts a fonctionné 13 Тихо. mois, Едва et pendant шевелятся 13 вершины mois, les сосен, Allemands se sont стоящих appliqués à вдоль en железной effacer les дороги. traces. Вот на эти сосны, на этот Tout est песок, calme. на этот старый пень À peine смотрели si l'on миллионы entend bruire человеческих le глаз, sommet des из pins, медленно le подплывавших long de la к voie каналу ferrée. вагонов. Ces Тихо pins, шуршал пепел, и дробленый ce шлак sable, на черной cette дороге, vieille souche, по-немецки аккуратно обложенный des millions d'yeux les ont regardés des wagons qui s'avançaient lentement vers le quai. Идем по Треблинской земле. On entend Стручки crisser льдины doucement лопаются la от малейшего cendre, прикосновения. les scories Лопаются с pulvérisées легким sur la звоном. route noire, Миллионы горошинок bordées сыпаются на землю. soigneusement à la manière allemande de pierres Звук peintes en blanc. падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливаются Nous в entrons dans le сплошную, camp, печальную тихую мелодию. nous foulons le sol de Treblinka. Кажется, из самой глубины земли доносится Les cosses de колебательный lupin звон se fendent dès qu'on les маленьких touche, колонн. avec Едва un слышный, tintement печальный, léger. широкий, спокойный. Des millions de graines se Земля répandent колеблется под sur la ногами, terre, пухлая, Le жирная, bruit словно qu'elles обильно font en tombant, политая льняным маслом. et celui des Бездонная cosses qui земля s'entr'ouvrent Треблинки, se fondent зыбкая, как морская en une пучина. mélodie triste et Этот douce, пустырь, огороженный проволокой, поглотил comme в si себя nous больше arrivait du fond de la человеческой terre, жизни, чем lointain, все океаны и моря ample земного шара, et за все время mélancolique, существования le людского glas рода. de petites cloches. En Pologne, à l'est de Varsovie, sur les rives du Boug occidental, s'étendent des sables et des marais, d'épaisses forêts de pins et de feuillus. Sur cette terre indigente où les villages sont rares, se trouve la petite station de Treblinka. Ces lieux désolés avaient été choisis avec l'approbation du Reichsführer des SS, Heinrich Himmler, pour devenir un charnier colossal, tel que l'humanité n'en avait encore jamais connu avant nos jours cruels, même aux époques de barbarie primitive. Non, jamais l'univers n'avait rien vu d'aussi épouvantable. C'était ici le plus atroce des camps de la mort établis par les SS. C'est par Marguerite, à qui j'étais lié depuis l'été 1942, que j'ai fait la connaissance de Robert Anthelme, au printemps 1943. Marguerite et lui habitaient déjà rue Saint-Benoît. Ils s'étaient mariés en 1939, à la déclaration de la guerre, cherchant à préserver du délire qui allait s'emparer du monde l'assurance de vrai qu'ils avaient reçue l'un de l'autre. Ils n'avaient pas pour autant renoncé à la libre vie d'étudiants qui leur avait permis de découvrir leur accord. Et cette absence de loi, cette mutuelle indépendance, entretenue dès le début de l'âge adulte, excluait aussi toute possibilité entre eux de rupture profonde. Je dois dire que j'admire, encore aujourd'hui, la hâte et la ferme audace mise par Marguerite à me faire partager l'amour qu'elle portait à Robert. Et l'amitié s'est faite entre lui et moi, vraiment très fervente. Robert se comportait dans la vie de tous les jours dans la plus grande simplicité, la plus grande authenticité. C'était un flâneur, au sens baudelairien. Il a été immédiatement, de très loin, mon meilleur ami. Robert résistait déjà depuis 1940. À son retour du service militaire, il était entré à la préfecture de police, où, en secret, il supprimait des dénonciations, avertissait ceux qui faisaient l'objet d'enquêtes,
subtilisait des dossiers compromettants et transmettait des plans militaires à l'Angleterre. En 1941, avec son ami d'enfance, Georges Beauchamp, il avait aidé des personnes recherchées à s'évader par avion. Mon engagement dans la résistance n'a eu lieu que tardivement. On avait une vingtaine d'années et c'est par hasard que nous nous sommes trouvés en contact quotidien avec des résistants. Moi, je n'étais pas vraiment engagé, j'ai été embarqué. Je trouvais ça naturel, tous ces gestes, transmettre des lettres, cacher des copains ou des documents. Et c'est ainsi qu'en septembre 1943, un autre ami de Robert lui a proposé d'entrer dans le mouvement de résistance de François Mitterrand, qui se faisait à l'époque appeler François Morland. Le Rassemblement national des prisonniers de guerre, le RNPG. Et nous avons adhéré ensemble, Marguerite, Robert et moi, le même jour. Que Mitterrand ait été à Vichy, je ne le savais pas à l'époque. Et je m'en fous, encore aujourd'hui. Parce que si on prend les choses comme ça, alors on était tous de Vichy. Tout le milieu littéraire parisien, toutes les maisons d'édition, Gallimard, chez qui je travaillais, se soumettaient à la censure allemande. Nous nous sommes politisés de plus en plus au fur et à mesure de l'occupation, tous ensemble, toute la bande à Antelme, comme on nous appelait alors. On restait des nuits entières rue Saint-Benoît, où Mitterrand s'était planqué un temps, avant de s'installer rue du Pin, chez la sœur de Robert, Marie-Louise. On discutait de la situation, des moyens à employer pour lutter contre l'occupant. Marguerite travaillait à la communication dans le réseau. Moi, je transportais des armes et des renseignements dans la sacoche de mon vélo. Je me faisais appeler Mas. J'avais acheté un revolver. Et j'avais dit à Marguerite que je le cachais chez moi, derrière la cheminée, en cas de nécessité. Être dénoncé, avoir laissé échapper un mot dans la rue, ne pas s'être acquitté intégralement des livraisons, refuser à un Allemand sa voiture ou son cheval, ou encore, si l'on était une jeune fille, repousser les propositions d'un SS suffisait pour être envoyé au camp où travaillaient des détenus de différentes nationalités et surtout des Polonais. Ce camp de travail ou disciplinaire, se trouvait à proximité de la carrière de sable, non loin de l'orée du bois. De type ordinaire, il ressemblait aux centaines, aux milliers d'autres camps que la Gestapo avait établis partout en Europe, dans les régions occupées par les nazis. Il languissait des centaines, des milliers de personnes, ouvriers, paysans, intellectuels, hommes et femmes, vieillards et adolescents, mères et enfants. 50 000 personnes environ ont passé par ce camp. Aujourd'hui, nous savons ce qu'en était le régime, le travail à la sablière, et comment on précipitait au fond de la carrière ceux qui n'avaient pas rempli les objectifs. Nous savons ce qu'était la nourriture, 170 à 200 grammes de pain et 1 litre d'une lavasse infâme baptisée du nom de soupe. Nous savons qu'on y mourait de faim. Nous savons les orgies effrénées des SS. Nous savons que la nuit, ils faisaient irruption dans les baraques pour en tirer des détenus sur lesquels ils expérimentaient sans hâte différentes méthodes de mise à mort. Tel était le camp numéro 1. Et on eût pu croire qu'il n'y avait rien de plus affreux au monde. Mais ceux qui vivaient là savaient bien qu'il y avait un autre camp. Personne n'était autorisé à s'en approcher. Il était interdit à l'aviation allemande de survoler la région. L'existence de ce deuxième camp devait être tenue profondément secrète. Tel était l'ordre de Himmler. À Paris, ce jour-là, il y eut toute une série d'arrestations des nôtres par la Gestapo.
Morland et les autres membres du comité directeur avaient failli se faire arrêter. Il y avait de la trahison dans l'air. Il n'aurait pas dû y avoir de réunion rue du Pin ce jour-là, mais les copains étaient un peu secoués par ce qui venait de se passer et ils ont éprouvé le besoin de se voir en manquant aux règles de prudence. Ils étaient là 5 ou 6. La Gestapo arrive, se saisit de ceux qui sont là. Marie-Louise, bien sûr, puisque c'était chez elle. Robert était là. Il y avait Paul Pilevent. Il y avait aussi Jean Munier. Jean Munier a eu le réflexe de réagir aussitôt que ça s'est produit. Il est entré en force, à coups de poing, dans le petit groupe qui venait procéder à l'arrestation. Ils ont été surpris, il a descendu l'escalier rapidement, un coup de feu a été tiré, il a eu la main un peu touchée, mais étant dehors, il a aussitôt donné l'alerte. Moi-même, je m'y rendais. Avant de monter, j'ai téléphoné, depuis la poste de la rue du Pin, laquelle se trouve justement en bas de l'appartement. Je téléphone pour demander « ça va ? Rien de particulier ?» C'était une précaution habituelle, qui s'est révélée ce jour-là utile. Je téléphone. C'est Marie-Louise qui prend l'appareil. Je lui demande si tout va bien. Je ne me souviens plus exactement de mes mots, mais elle me dit « Monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. » J'ai alors eu un réflexe tout à fait malencontreux, pensant que je m'étais en effet trompé. J'ai recomposé le numéro. Une seconde fois, d'une voix irritée, elle me dit « Je vous ai déjà dit que vous vous êtes trompé. » J'ai su, plus tard, qu'elle était là, au téléphone, avec l'agent de la Gestapo, revolver sorti, lui disant « Dites-lui de venir. » Non seulement elle ne m'a pas dit de venir, mais en me répétant que je m'étais trompé de numéro, alors que j'avais cette fois la certitude de ne pas m'être trompé. Elle m'a indiqué qu'il ne fallait pas que je vienne, et je ne suis pas venu. C'est ce jour-là que fut arrêté Robert. Commence alors une autre histoire que Marguerite, à l'époque Marguerite Antelme, aujourd'hui Marguerite Duras, a rapporté dans son livre. Une histoire que j'ai en effet moi-même vécue. Ils étaient arrêtés, enlevés, emportés loin de France, et jamais plus on n'avait la moindre nouvelle d'eux. Jamais le moindre signe de vie. Jamais. Même pas prévenir que ce n'était plus la peine d'attendre, qu'ils étaient morts. Même pas arrêter l'espoir, laisser la douleur s'installer pendant des années. Pour les déportés politiques, ils ont agi de même. Pour eux, ce n'était pas la peine non plus qu'ils préviennent. Ils ne disent pas que ce n'est plus la peine d'attendre, qu'on ne les verra plus jamais. Jamais. Mais quand on y pense comme ça, tout à coup, on se demande qui d'autre a fait ça? Qui a fait ça? Mais qui? Les SS avaient mis à profit la situation géographique de Treblinka. Les convois chargés de victimes arrivaient ici des 4 coins du monde. Pendant 13 mois, les convois se succédèrent. Chacun d'eux comptait 60 wagons. Et sur chaque wagon, des chiffres avaient été tracés à la craie.
150, 180, 200. Ils indiquaient le nombre de personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Qui étaient ceux que ces convois amenaient au camp numéro 2? Des Juifs venant de toute l'Europe et des Tziganes. Au printemps de 1942, toute la population juive de Pologne, d'Allemagne et des régions occidentales de Biélorussie avait été parquée dans des ghettos. Des millions d'ouvriers, d'artisans, de médecins, de professeurs, d'architectes, d'ingénieurs, d'instituteurs, d'artistes vivaient confinés avec leurs femmes, leurs filles, leurs fils, leurs mères et leurs pères dans ces ghettos. Cette réclusion, c'était la première partie. La partie préliminaire du plan hitlérien d'extermination des Juifs. Au cours de l'été 1942, on décida de mettre à exécution la seconde partie du plan, la destruction physique des Juifs. Aujourd'hui, les hommes ont parlé. Les pierres et la terre ont porté témoignage. Et nous pouvons, sous les yeux de l'humanité, et devant la conscience du monde, parcourir l'un après l'autre les cercles de l'enfer de Treblinka, auprès duquel pâlit l'enfer de Dante. Les SS avaient dit à tous ces gens qu'on les emmenait en Ukraine pour des travaux agricoles. Pour les tromper jusqu'au bout, un semblant de gare avait été aménagé sur le quai où des rames de 20 wagons venaient se décharger l'une après l'autre. Une gare, avec ses guichets, sa consigne et son restaurant. L'arrivée du convoi était saluée par un orchestre. Un homme, en tenue d'employé du chemin de fer, demandait les billets et faisait sortir les voyageurs sur une place. Ils étaient 3 ou 4 000. Tous s'étaient rassemblés. L'Unterscharführer, sous-officier des troupes SS, les invitait alors à voix haute et en détachant bien les mots à laisser là leurs bagages et à se rendre au bain en n'emportant que leurs papiers, les objets de valeur et le strict nécessaire pour se laver. Des dizaines de questions se pressaient alors sur leurs lèvres, mais on ne sait quelle force étrange les obligeait à se taire sans même jeter un coup d'œil en arrière vers l'entrée. Ils passaient devant des barbelés, hauts comme 3 fois un homme, le long d'un fossé anti-tank de 3 mètres de large, puis à nouveau devant un fil d'acier mince, roulé, tortillé en buisson. Un sentiment affreux s'emparait alors des condamnés. Impossible de fuir, de faire demi-tour, d'engager le combat. Appelés à l'aide, mais il n'y avait autour d'eux que des SS armés de mitraillettes, de grenades, de pistolets. Ils étaient la force, ils possédaient les chars et les avions, les terres, les villes, le ciel, les chemins de fer, la loi, les journaux, la TSF, le monde entier se taisait, asservi, écrasé par les bandits bruns dont ils subissaient la domination. À l'intérieur de la deuxième enceinte, devant un énorme baraquement,
La deuxième phase de l'opération commençait. Achtung! La voix d'un SS jetait dans le silence la formule consacrée, répétée plusieurs fois par jour. Les hommes se déshabillent où ils sont. Les femmes et les enfants vont se déshabiller dans les baraques à gauche. L'amour maternel, conjugal, filial, leur disait à tous qu'ils se voyaient pour la dernière fois. Alors c'était des scènes affreuses, des poignées de main, des baisers, des bénédictions, des larmes, de courtes phrases où l'on mettait toute sa tendresse et toute sa douleur. Les professionnels de la mort savaient qu'il fallait sans tarder couper court à tout cela. Ces brutes connaissaient les lois très simples que l'on applique dans tous les abattoirs du monde, et ils les appliquaient aux hommes. Ensuite, il fallait faire vite. Le mot Achtung était remplacé par un autre qui sifflait et claquait. Schneller! 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 Plus vite, plus vite, plus vite! Au pas de course dans le néant! Les détenus s'engageaient alors dans une allée toute droite, plantée de fleurs et de sapins, longue de 120 mètres et large de 2, d'un bout à l'autre, à droite et à gauche, des fils de fer étaient tendus, où les gardes aux vareuses noires et les SS en uniforme gris se tenaient côte à côte. L'allée était couverte de sable blanc, et ceux qui marchaient en tête, avec les bras levés, ils découvraient l'empreinte encore fraîche d'autres pieds nus, plus petits que les leurs, ceux des femmes, tout petits, ceux des enfants, ou bien grands et lourds, ceux des vieillards. Ces dessins éphémères dans le sable étaient tout ce qui restait des milliers d'autres victimes qui venaient de suivre ce chemin, comme le faisaient en cet instant ces 4000 hommes, et comme le feraient 2 heures plus tard ceux qui attendaient dans la forêt. Ils passaient comme on était passé la veille, et 10 jours auparavant, comme on passerait le lendemain, et 50 jours après. Ils passaient comme tant d'autres ont passé pendant les 13 mois qu'a duré cet enfer. Devant eux se tenait un bel édifice de pierre avec ornements de bois et qui faisait songer à un temple antique. 5 marches bétonnées conduisaient à des portes basses, mais très larges, massives. Elles s'ouvraient lentement sur le dernier cercle de l'enfer. Alors, les SS lâchaient des chiens spécialement dressés qui se ruaient sur la foule et poussaient ceux qui allaient mourir dans les chambres à gaz. C'est le 6 juin 1944, au matin, dans la grande salle d'attente de la prison de Fresnes. Je viens porter un colis à mon mari, Robert Antelme, qui a été arrêté le 1er juin, il y a 6 jours. Il y a une alerte. Les Allemands ferment les portes de la salle d'attente et nous laissent seuls. Nous sommes une dizaine. On ne se parle pas. Le bruit des escadrilles arrive au-dessus de Paris. Il est énorme. J'entends qu'on me dit à voix basse, mais précise, la phrase suivante. Ils ont débarqué ce matin à 6 heures. Je me retourne. C'est un jeune homme. Je crie tout bas. Ce n'est pas vrai! Ne répandez pas de fausses nouvelles! Le jeune homme dit: c'est vrai! Nous ne croyons pas le jeune homme. Tout le monde pleure. L'alerte cesse. Les Allemands évacuent la salle.
Pas de colis aujourd'hui. C'est une fois revenu à Paris, rue de Rennes, que je vois tous les visages autour de moi. Ils se regardent comme des fous. Ils sourient. J'arrête un jeune homme, je lui demande « C'est vrai ?» Il me répond « C'est vrai !» Face à la cheminée. Le téléphone, il est à côté de moi. À droite, la porte du salon et le couloir. Au fond du couloir, la porte d'entrée. Il pourrait revenir directement. Il sonnerait à la porte d'entrée. Qui est là? C'est moi. Il pourrait également téléphoner dès son arrivée dans un centre de transit. Je suis revenu. Je suis à la gare du Nord pour les formalités. Il n'y aurait pas de signe avant-coureur. Il téléphonerait. Il arriverait. Ce sont des choses qui sont possibles. Il en revient tout de même. Il n'est pas un cas particulier. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il ne revienne pas. Il n'y a pas de raison pour qu'il revienne. Il est possible qu'il revienne. Il sonnerait. Qui est là? C'est moi. Toujours sur le divan, près du téléphone. Aujourd'hui, oui, Berlin sera pris. On nous l'annonce tous les jours. Mais aujourd'hui, ce sera vraiment la fin. Les journaux disent comment nous l'apprendrons. Par les sirènes qui sonneront une dernière fois. La dernière fois de la guerre. C'est fini. Je ne bougerai plus. Je le crois. Mais hier aussi, je le croyais. Et à 10h du soir, je suis sortie. J'ai pris le métro. Je suis allée sonner chez Dionis. Il m'a ouvert. Il m'a prise dans ses bras. Rien de nouveau depuis tout à l'heure. Rien. Je suis repartie. J'avais seulement envie de voir Dionis pour vérifier qu'il n'y avait aucun signe particulier sur son visage. Aucun mensonge sur la mort.
sur le coup de 10 heures. Tout à coup, chez moi, la peur était rentrée. La peur de tout. Tout à coup, j'avais relevé la tête et l'appartement avait changé. La clarté de la lampe aussi. Jaune, tout à coup. Et tout à coup, la certitude. La certitude en rafale. Il est mort. 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 Je m'étais levée et j'étais allée au milieu de la chambre. C'était arrivé en 1 seconde. Plus de battements aux tempes. Mon visage se défait. Je ne sens plus mon cœur. L'horreur monte lentement dans une inondation. Je me noie. Je n'attends plus tellement j'ai peur. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais 2 amants n'avaient connu de soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour revivre un jour, Ramona, ce rêve d'amour. C'est la fin de la guerre. Il y a de moins en moins de raisons de ne pas avoir de nouvelles. La paix apparaît déjà. C'est comme une nuit profonde qui viendrait. C'est aussi le commencement de l'oubli. La preuve en est là déjà. Paris est éclairé la nuit. La place Saint-Germain-des-Prés est éclairée comme par des phares. Les 2 magots sont bondés. Je suis sortie. La paix m'est apparue imminente. Je suis rentrée chez moi, poursuivie par la paix. J'ai entrevu qu'un avenir possible allait venir, qu'une terre étrangère allait émerger de ce chaos, et que là, personne n'attendrait plus. Je n'ai de place nulle part ici. Je ne suis pas ici, mais là-bas, avec lui, dans cette zone inaccessible aux autres, inconnaissable aux autres, là où ça brûle et où on tue. Je suis suspendue à un fil. Allô ? Marguerite ? Écoutez-moi bien. Morland vient de me téléphoner. Robert est vivant. Calmez-vous. Il est à Dachau. Écoutez encore de toutes vos forces. Robert est très faible, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Je dois vous le dire.
C'est une question d'heure. Il peut vivre encore 3 jours, mais pas plus. Il faut que Beauchamp et moi partions aujourd'hui même pour Dachau. Morland m'a dit ceci, que nous allions tout de suite à son cabinet. Ils sont au courant. Ils nous donneront les uniformes d'officiers français, les passeports, les ordres de mission, les bons d'essence, les cartes d'état-major, les laissez-passer. Il faut que nous y allions, séance tenante. Il n'y a plus que ça à faire. Par les voies officielles, nous arriverions trop tard. Robert? Tu es vivant? Tu es vivant. Je ne sais d'où je reviens, moi aussi. Combien de temps suis-je restée dans cet enfer? Je ne saurai jamais d'où je reviens. Mon petit Robert? Mon petit... Sois prudent. Il ne faut pas trop manger. Et pas d'alcool, pas une goutte. Il fait beau. C'est la paix. Tu vis. Qu'il est beau ce jour, Robert. Tu contiens ma vie. Ma fierté à moi, c'est que je pense que je serai morte de ta mort. Tu ne sauras jamais. Jamais. Lorsque vous arriverez, téléphonez-moi. Si vous couchez en France, télégraphiez-moi. Encore cette épreuve de 5 jours d'attente. Il me semble que je ne peux plus attendre. Que j'arrive au bout de mes forces. François Morland avait fait partie d'une mission organisée par le gouvernement à la libération des camps. Il était allé à Dachau et c'est là qu'il avait trouvé Robert. Il avait insisté auprès de l'état-major américain pour prendre Robert avec lui. Il les avait suppliés. Les ordres sont les ordres. Il faut donc essayer de délivrer Robert sans attendre, et nécessairement par des moyens semi-légaux. Georges Beauchamp et moi décidons de le tenter. Georges fait remettre en état sa propre voiture. Et nous prenons la route le matin du 8. Nous sommes à Ulm dans la nuit, y dormons quelques heures. Arrivons à Dachau dans la matinée. Le camp est gardé par des hommes qui portent tous des masques à gaz. Je dis aux Américains, nous sommes des agents de renseignement. On nous vaccine contre le typhus. On nous laisse entrer. Je ne puis relater ce qui suit qu'au prix d'un effort analogue à celui qu'exigent les récits de rêve. Les fosses sont remplies de cadavres que la neige recouvre. Le camp est en quarantaine. On continue d'y mourir, massivement. Nul n'en peut sortir. Les soins sont inexistants. Je ne sais combien de temps j'erre dans les allées, entre les blocs, scrutant les visages, questionnant ceux qui peuvent parler. Il fait beau. Les plus valides sont debout ou marchent par petits groupes. Tous les autres, c'est la quasi-totalité de la population du camp, sont couchés sur le sol, côte à côte,
alignés perpendiculairement aux parois des blocs, de chaque côté des allées, dont le centre seul est libre. Lorsque j'entends, sur ma droite, une voix prononcer mon nom, je m'approche et me penche, et de nouveau j'entends mon nom, en même temps que je vois de tout près des lèvres le former sous un regard qui m'absorbe. Je reconnais Robert, à l'espace qui sépare ses incisives supérieures. Nous expliquons à Robert qu'il doit s'évader. Nous lui donnons un calot et un treillis que nous avons cachés sous nos uniformes. Quand nous passons devant le poste de garde, Robert a un réflexe conditionné. Il veut à toute force saluer, comme quand il était détenu. Nous allons et venons lentement une quinzaine de minutes le long des barbelés du camp. Nous attendons la fin d'un tour de ronde pour courir, en portant Robert dans nos bras jusqu'à la voiture que Georges a placée au 1er mètre d'une rue adjacente. Nous fuyons. Robert nous fait promettre de ne pas nous arrêter avant la frontière. La peur d'être repris l'affole. Il est un détenu qui tente de s'évader. Georges Beauchamp conduit sans relève. Je suis à l'arrière de la voiture avec Robert. Le temps de la première frayeur passée, une 60aine de kilomètres parcourus, il commence à parler. Il mange aussi, à la petite cuillère, dans des boîtes de conserve américaines et du saucisson. Il parle. Il dit tout. En quelques phrases qui l'ont satisfait, je lui ai dit, dès les premiers moments, ce que nous étions devenus, et quelque chose de ce qui s'était passé en France depuis 1 an. Nous n'en parlerons plus. Lui seul, désormais, parlera. Dans son épuisement physique, Robert n'est plus que parole. Je n'ai pas à le questionner. Il dit tout. Tout ce qu'il a vécu depuis 1 an, épisode par épisode, sans ordre, l'un évoquant l'autre. Garder le silence plus de quelques instants lui serait impossible. Il parle continuellement, sans heurts, sans éclat, comme sous la pression d'une source constante. Possédé du besoin véritablement inépuisable d'en avoir dit le plus possible avant de peut-être mourir. À la fin de l'hiver 1943, Himmler était arrivé en avion à Treblinka. Il avait inspecté le camp. Le ministre de la Mort s'était approché d'une énorme fosse et considéra longuement en silence cette tombe colossale, déjà à moitié remplie de cadavres. Le Reichsführer des SS avait repris l'avion le jour même, après avoir donné au commandement du camp un ordre, celui de procéder immédiatement au déterrement des cadavres et de les brûler tous jusqu'au dernier. Pourquoi? Ces ordres catégoriques et ce voyage de Himmler? L'armée rouge venait de vaincre à Stalingrad. Ce fut un coup terrible pour les nazis. Et pour la première fois, Berlin se mit à songer aux responsabilités, au châtiment, à l'expiation. Entre Dachau et l'Alsace, il y a encore des types qui tiraillent. Des Allemands. Nous ne sommes pas touchés, mais il est pratiquement impossible de s'arrêter. Il faut de toute façon aller vite, étant donné l'état dans lequel est Robert. C'est une course contre la montre.
Il n'est pas désespéré, et pourtant, il pense qu'il va mourir. Mais il est heureux, parce que il a eu ce moment de liberté. Il accepte de se reposer quelques heures dans un hôtel. Georges Beauchamp doit conduire et doit dormir. Je suis près de Robert. Il n'est pas question qu'il reste seul. Dans le même grand lit, il parle toute la nuit. Le lendemain, nous sommes à Verdun, où nous nous arrêtons pour manger. Nous entrons dans une brasserie dont il nous faut traverser la vaste salle, bruyante et presque comble. Au ralenti, Robert marche entre nous deux. Son poids est passé de 80 à 35 kilos. Nous ne le soutenons pas. Sommes une ébauche de mandorle à ses côtés. À notre entrée, les conversations les plus proches s'interrompent. Et la vague de silence gagne bientôt toute la salle. De table en table, on se lève, à mesure que nous avançons. Le silence, l'immobilité complète dure jusqu'à ce que nous nous asseyons. Rien n'est dit, de part ni d'autre. Une telle manifestation spontanée d'émotions collectives, je n'en connais pas d'exemple aussi pur. Ce que c'est, un ecce homo sans sujet, n'exposant pas un homme, mais l'homme réduit à son essence irréductible. Himmler avait dit incinérer tous les cadavres. 800 détenus y travaillaient. Les fours faisaient songer à de prodigieux volcans. La chaleur terrible qu'ils dégageaient brûlait les visages. La flamme atteignait 8 à 10 mètres. Des colonnes de fumée noire, denses et grasses, montaient dans le ciel et se déployaient en un lourd rideau immobile. Une odeur de chair brûlée était partout. Avant de quitter Verdun, nous voyons un médecin qui nous conseille la lenteur. Au moindre choc, chaos un peu brutal, le cœur de Robert qui bat dans le vide pourrait se rompre. Nous renonçons à gagner Paris le jour même. Pendant 8 mois, cette monstrueuse entreprise fonctionna nuit et jour, mais sans arriver à faire disparaître tous les cadavres enterrés là. Il est vrai que de nouveaux contingents de condamnés à mort continuaient d'arriver. Nous roulons. Robert somnole brièvement entre deux flux de paroles. La source ne se tarit pas. Il parle pour ne pas mourir. Il parle pour que lui, mort, Georges et moi racontions. Je l'enregistre à mesure, cette parole. Nous savons cela, l'un et l'autre, dans le moment même, d'où notre avidité réciproque. Lui, de me faire voir, moi, de découvrir l'inimaginable, et notre complicité sur le fond de sa mort possible, qui ne nous permet pas le repos. Faire silence, dormir, nous ne le pouvons plus sans crime. Il en venait de Bulgarie que les SS attendaient avec impatience, car ignorant leur sort, ils apportaient avec eux quantité d'objets de valeur et du pain blanc. Il en venait également d'autres points de la Pologne, de Grodno et du ghetto de Varsovie qui s'était soulevé. Robert affirme que ce qu'ils ont vécu dans le camp n'est que le grossissement, la caricature extrême de comportements, de situations qui sont dans le monde. On rapporte que des tziganes applaudirent d'admiration devant le bel édifice des chambres à gaz, sans deviner jusqu'au dernier moment le sort qui les attendait, et que cela amusa beaucoup les Allemands. Il dit que c'est un rêve SS de croire que nous avons pour mission historique de changer d'espèce. Les SS sévirent cruellement contre les révoltés du ghetto de Varsovie. Il dit, les SS ne sont que des hommes comme nous, et c'est parce que nous sommes des hommes comme eux
que les SS seront en définitive impuissants devant nous. Les SS ne conduisirent pas les femmes et les enfants aux chambres à gaz, mais devant les fours, où des milliers de corps se tordaient dans la flamme et la fumée, où les cadavres tels des vivants s'agitaient et se contractaient, où les ventres des mortes enceintes éclataient sous l'effet de la chaleur, où les enfants tués avant que de naître brûlaient dans les entrailles béantes de leur mère. Il dit, il n'y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. Dante, dans son enfer, n'avait rien vu de si affreux. Après s'être diverti de ce spectacle, les SS brûlaient les enfants. Il dit, tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres en situation d'exploiter, d'asservir, et impliquerait par là même l'existence de variétés d'espèces, est faux et fou. J'ai entendu des cris retenus dans l'escalier, un remue-ménage, un piétinement, puis des claquements de portes et des cris. C'était ça. C'était eux qui revenaient d'Allemagne. Je me souviens des sanglots partout dans la maison, que les locataires sont restés longtemps dans l'escalier, que les portes étaient ouvertes. On m'a dit après que la concierge avait décoré l'entrée pour l'accueillir et que dès qu'il était passé, elle avait tout arraché et elle s'était enfermée dans sa loge, farouche, pour pleurer. Je ne sais plus exactement. Je hurlais. De cela, je me souviens. La guerre sortait dans des hurlements. 6 années sans crier. Je me suis retrouvée chez des voisins. Ils me forçaient à boire du rhum. Ils me le versaient dans la bouche, dans les cris. Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits s'éteignent. Et je le vois, immense, devant moi. Beauchamp et Dionys le soutiennent par les aisselles. Je ne le reconnais pas. Il me regarde. Il sourit. Il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire. Celle d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment-ci. C'est à ce sourire que tout à coup je le reconnais. Mais de très loin, comme si je le voyais au fond d'un tunnel. C'est un sourire de confusion. Il s'excuse d'en être là, réduit à ce déchet. Et puis le sourire s'évanouit et il redevient un inconnu. Mais la connaissance est là. Que cet inconnu, c'est lui, Robert, dans sa totalité. Il avait voulu revoir la maison. On l'avait soutenu. Et il avait fait le tour des chambres. Ses joues se plissaient, mais elles ne se décollaient pas des mâchoires.
C'était dans ses yeux qu'on avait vu son sourire. Quand il était passé dans la cuisine, il avait vu le clafoutis qu'on lui avait fait. Qu'est-ce que c'est? Je peux en manger? Nous ne le savons pas. C'est le docteur qui le dira. Il avait cessé de sourire. Il était revenu au salon. Il s'était allongé sur le divan. Alors je ne peux pas en manger. Pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu des accidents à trop vite faire manger les déportés. Il avait cessé de poser des questions sur ce qui s'était passé pendant son absence. Il avait cessé de nous voir. Son visage s'était recouvert d'une douleur intense et muette, parce que la nourriture lui était encore refusée, que ça continuait comme au camp. Il n'avait pas vu qu'on pleurait. Il n'avait pas vu non plus qu'on pouvait à peine le regarder, à peine lui répondre. Le docteur est arrivé. Il s'est arrêté net, la main sur la poignée, très pâle. Il nous a regardés, puis il a regardé la forme sur le divan. Il ne comprenait pas. Et puis il a compris. Cette forme n'était pas encore morte. Elle flottait entre la vie et la mort, et on l'avait appelé, lui, le docteur, pour qu'il essaie de la faire vivre encore. Le docteur est entré. Il est allé jusqu'à la forme, et la forme lui a souri. Nous avons sorti le clafoutis de la maison pendant qu'il dormait. Le lendemain, la fièvre était là. Il n'a plus parlé d'aucune nourriture. Chose étonnante, dans l'enfer de Treblinka, un jour de bonheur se leva. Un plan de soulèvement avait germé dans l'esprit des détenus. Ils n'avaient rien à perdre. Ils ne voulaient pas fuir sans avoir anéanti Treblinka. Les détenus se procurèrent de l'essence pour mettre le feu au camp. Puis ils creusèrent une grande galerie sous le baraquement qui servait d'arsenal à leurs bourreaux. C'était une entreprise d'une audace insensée. Seuls des êtres voués à la mort pouvaient dresser un plan aussi téméraire. Ils enlevèrent 20 grenades, une mitrailleuse, plusieurs carabines et pistolets qui disparurent dans des cachettes profondes. Le soulèvement fut fixé au 2 août. Un coup de revolver servit de signal. Des coups de feu claquaient. Les mitrailleuses crépitaient sur les tours prises par les révoltés. Les explosions des grenades éclataient, les bâtiments s'effondraient dans un fracas retentissant. Le sifflement des balles couvrait le bourdonnement des mouches. L'heure de l'expiation avait sonné. À peine les révoltés eurent-ils franchi les barbelés et quitté Treblinka en flammes
que de tous côtés des troupes de SS et de policiers les poursuivaient. Des centaines de chiens furent lancés à leurs trousses. L'aviation fut mobilisée. On se battit dans les bois, dans les marais, et peu nombreux furent les révoltés qui en réchappèrent. Mais Treblinka avait cessé d'exister. La lutte a commencé très vite avec la mort. Il fallait y aller doux avec elle, avec délicatesse, tact, doigté. Elle le cernait de tous les côtés. Mais tout de même, il y avait encore un moyen de l'atteindre, lui. Ce n'était pas grand, cette ouverture par où communiquer avec lui, mais la vie était quand même en lui. La mort montait à l'assaut. 39,5 le premier jour, puis 40, puis 41. Le cœur vibrait comme une corde de violon. 41 toujours, mais il vibre. Le cœur, pensions-nous, le cœur va s'arrêter. Toujours 41. La mort à coups de boutoir frappe, mais le cœur est sourd. Ce n'est pas possible. Le cœur va s'arrêter. Non. De la bouillie, avait dit le docteur. Par cuillère à café. 6 ou 7 fois par jour, on lui donnait de la bouillie. Une cuillère à café de bouillie l'étouffait. Il s'accrochait à nos mains. Il cherchait l'air et retombait sur son lit. Mais il avalait. De même, 6 à 7 fois par jour, il demandait à faire. On le soulevait en le prenant par-dessous les genoux et sous les bras. Il devait peser entre 37 et 38 kilos. L'os, la peau, le foie, les intestins, la cervelle, le poumon, tout compris. 38 kilos répartis sur un corps d'1,78 m. Ce que se retenait de faire le cœur, l'anus ne pouvait pas le retenir. Il lâchait son contenu. Tout ou presque lâchait son contenu. Même les doigts qui ne retenaient plus les ongles. Le cœur, lui, continuait à retenir son contenu. Le cœur et la tête, hagarde, mais sublime, seule, elle sortait de ce charnier. Elle émergeait, se souvenait, racontait, reconnaissait, réclamait, parlait. La tête tenait au corps par le cou comme d'habitude les têtes tiennent. Mais ce cou était tellement réduit, on en faisait le tour d'une seule main, tellement desséché qu'on se demandait comment la vie y passait. 17 jours, nous cachons à ses propres yeux ce qui sort de lui, de même que nous lui cachons ses propres jambes, ses pieds, son corps. L'incroyable, nous ne nous sommes jamais habitués à les voir. On ne pouvait pas s'y habituer. Ce qui était incroyable, c'était qu'ils vivaient encore. Lorsque les gens entraient dans la chambre et qu'ils voyaient cette forme sous les draps, ils ne pouvaient pas en supporter la vue. Ils détournaient les yeux. Beaucoup sortaient et ne revenaient plus. Il ne s'est jamais aperçu de notre épouvante. Jamais une seule fois. 17 jours. Comme lui. Pendant 17 jours, je ne peux pas manger. Comme lui,
Pendant 17 jours, je n'ai pas dormi. Du moins, je crois n'avoir pas dormi. En fait, je dors 2 à 3 heures par jour. Je m'endors partout. Je me réveille dans l'épouvante. C'est abominable. Chaque fois, je crois qu'il est mort pendant mon sommeil. Le manque de sommeil provoque des troubles de vision. Je m'accroche aux meubles pour marcher. Le sol penche devant moi et j'ai peur de glisser. Un jour, la fièvre tombe. Au bout de 17 jours, la mort se fatigue. Il est couché sur ses 9 coussins. 1 pour la tête, 2 pour les avant-bras, 2 pour les bras, 2 pour les mains, 2 pour les pieds, car tout ça ne pouvait plus supporter son propre poids. Il fallait engloutir ce poids dans du duvet, l'immobiliser. La fièvre sort de lui. La fièvre revient, mais retombe. Elle revient encore, un peu plus basse, et retombe encore. Et puis, un matin, il dit « J'ai faim ». Le docteur a dit « Essayons de lui donner à manger. Commençons par du jus de viande. S'il le supporte, continuez à lui en donner, mais en même temps, donnez-lui de tout. Par petite dose tout d'abord, et par palier de 3 jours. Un peu plus, à chaque palier. » Il digérait parfaitement le jus de viande. Alors, au bout de 3 jours, il a commencé à manger des aliments solides. Sa faim appelle sa faim. Elle devient de plus en plus grande, insatiable. Elle prend des proportions effrayantes. Robert remplit ce qui était vidé, les entrailles décharnées. C'est une occupation qui prend tout son temps. Il attend la nourriture pendant des heures. Il avale sans savoir quoi. Il mange une côtelette de mouton. Puis il suçlosse, les yeux baissés, attentif seulement à ne laisser aucune parcelle de viande. Puis il reprend une 2e côtelette de mouton. Puis une 3e, sans lever les yeux. Il est assis dans la pénombre du salon, près d'une fenêtre à demi ouverte, sur un fauteuil, entouré de ses coussins, sa canne à côté de lui. Dans ses pantalons, ses jambes flottent comme des béquilles. Lorsqu'il fait du soleil, on voit à travers ses mains. Quand il mange, on le laisse seul dans la pièce. On n'a plus à l'aider. Ses forces sont revenues suffisamment pour qu'il tienne une cuillère, une fourchette, mais on lui coupe la viande. On le laisse seul devant la nourriture. On évite de parler dans les pièces à côté. On marche sur la pointe des pieds. On le regarde de loin. Il fonctionne. Il n'a pas de préférence marquée pour les plats. De moins en moins de préférence. Hier, il ramassait les miettes de pain tombées sur son pantalon, par terre, en faisant des efforts énormes. Aujourd'hui, il en laisse quelques-unes. Puis le temps a passé encore. Ça a été le premier été de la paix. Ça a été une plage en Italie. La mer était bleue, même là, sous nos yeux. Il n'y avait pas de vagues, mais une houle extrêmement douce. Une respiration dans un sommeil profond. Robert s'est levé et il a avancé vers la mer. Je suis venue près du bord. Je l'ai regardé.
Il a vu que je le regardais. Il clignait des yeux derrière ses lunettes et il me souriait. Il remuait la tête par petits coups comme on fait pour se moquer. Je savais qu'il savait. Qu'il savait qu'à chaque heure de chaque jour, je le pensais. Il n'est pas mort au camp de concentration. Il nous était impossible, après ce qui s'était dit, ce qui s'était su, là, de recommencer à vivre de la vie d'avant. À sa manière, pensions-nous, l'ordre SS est un accomplissement de la raison. Raison qui, dévoyée, est déjà plus redoutable que l'état de bête brute. Celle qui est à l'œuvre, ici, en un très haut lieu de la culture occidentale, est la raison parvenue au stade qui a permis de nommer modernes les temps que nous vivons. Raison infernale de la modernité. Modernité infernale. Raison, non pas simplement dévoyée donc, ou simplement fermée à ce qui n'est pas elle, mais développée jusqu'à la déraison. Nous sommes arrivés au camp de Treblinka au début de septembre, 13 mois après le soulèvement. La fabrique de morts a fonctionné 13 mois, et pendant 13 mois, les Allemands se sont appliqués à en effacer les traces. Tout est calme, à peine si l'on entend bruire le sommet des pins, le long de la voie ferrée. Ces pins, ce sable, cette vieille souche, des millions d'yeux les ont regardés des wagons qui s'avançaient lentement vers le quai. On entend crisser doucement la cendre, les scories pulvérisées sur la route noire, bordées soigneusement à la manière allemande de pierres peintes en blanc. Nous entrons dans le camp, nous foulons le sol de Treblinka. Les cosses de lupin se fendent dès qu'on les touche, avec un tintement léger. Des millions de graines se répandent sur la terre. Le bruit qu'elles font en tombant et celui des cosses qui s'entr'ouvrent se fondent en une mélodie triste et douce, comme si nous arrivait du fond de la terre, lointain, ample et mélancolique, le glas de petites cloches. La terre ondule sous les pieds, molle et grasse, comme si elle avait été arrosée d'huile de lin. La terre sans fond de Treblinka, houleuse comme une mer. Cette étendue déserte qu'entourent des barbelés a englouti plus d'existence humaine que tous les océans et toutes les mers du globe depuis qu'existe le genre humain. Nous continuons d'avancer sur cette terre où le pas s'enfonce. Tout à coup, nous nous arrêtons. Des cheveux épais, ondulés, couleur de cuivre, de beaux cheveux de jeune fille piétinés, puis des boucles blondes, de lourdes tresses noires sur le sable clair, puis d'autres encore. Le contenu d'un sac, d'un seul sac de cheveux a dû se répandre là. C'était donc vrai. L'espoir, un espoir insensé s'effondre. Ce n'était pas un rêve. Les cosses de lupin continuent de rendre leur son clair et les graines de tomber, et l'on croirait toujours entendre monter de dessous terre le glas d'un nombre infini de petites cloches. Il semble que le cœur va cesser de battre
contracté par une amertume, une douleur, une angoisse trop forte. Lux per te